Voici donc le professeur Dorion qui traitera de sujets suivants. Est-ce que le hiéron est un dialogue socratique? Merci beaucoup, Don, pour cette présentation. Le texte que je vais présenter aujourd'hui est donc un extrait de l'introduction du manuscrit du Hiéron manuscrit que Michele Bandini, qui est ici avec nous aujourd'hui et que je salue bien amicalement, que Michele Bandini et moi avons soumis aux Belles Lettres il y a quelques semaines. Donc, vous avez le texte, je le suivrai très fidèlement pour vous permettre à tous de bien suivre l'exposé. De tous les débats exégétiques auxquels le Hiéron a donné lieu ces dernières années, le plus intéressant est sans contredit celui qui concerne la dimension socratique de ce dialogue. L'enjeu de ce débat est considérable puisque si l'on considère que le programme politique de Simonide est incompatible avec la basilica techné enseignée par Socrate, nous serons alors contraints non seulement de reconnaître que la pensée politique de Xénophon n'est pas homogène dans l'ensemble de son œuvre, mais aussi de déterminer si la doctrine politique du Hiéron marque un progrès ou au contraire un recul par rapport à celle que Socrate défend dans les Mémorables. Le débat sur le caractère socratique ou non socratique du Hiéron rappelle celui qui concerne les lois, le dernier dialogue de Platon, à propos duquel les commentateurs se divisent également entre ceux qui le croient fidèle à l'enseignement de Socrate et ceux, au contraire, qui y voient une nette rupture avec Socrate. Le rapprochement entre le Hiéron et les lois est d'autant plus intéressant qu'il s'agit, aussi bien pour Platon que pour Xénophon, du seul dialogue qu'ils aient rédigé, d'où Socrate est absent. Première section, Simonide, sage socratique. De même que la question se pose de savoir si le personnage de Hiéron est un masque derrière lequel se cacherait un autre tyran historique, beaucoup de commentateurs ont proposé par exemple Denis l'Ancien, de même les commentateurs se sont demandé si Simonide, que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de sage socratique, n'était pas en réalité un substitut de Socrate. Et j'attire votre attention sur la note 2, sur la note de bas de page 2, où je vais citer Don Morrison, qui écrivait en 2004 « Mais je suis à peu près devenu persuadé que Simonide est réellement un remplaçant de Socrate. » Je reprends le texte. « Au vu de tous les rapprochements que l'on peut effectuer entre Simonide et Socrate, aussi bien en ce qui a trait à leur stratégie argumentative qu'au contenu même des positions qu'ils défendent, il est certainement pertinent de se demander si Simonide est un substitut de Socrate. En tout état de cause, l'absence de Socrate dans le Hiéron s'explique pour de nombreuses raisons. Premièrement, il y a sans doute une raison apologétique qui motive son absence. Au livre 1 des Mémorables, Xénophon rapporte que l'auteur d'un pamphlet contre Socrate reprochait à ce dernier d'avoir encouragé ses disciples à exercer la tyrannie. Je lis la citation. L'accusateur soutient aussi qu'il choisissait les passages les plus pernicieux des poètes les plus réputés et qu'il s'en servait comme garant pour enseigner à ses compagnons le crime et la tyrannie. Et comme deux de ses disciples, Carmide et Critias, ont fait partie de la tyrannie des 30, il était sans doute inévitable que Socrate fût soupçonné d'avoir encouragé ses compagnons à exercer la tyrannie. Socrate traîna longtemps la réputation d'avoir été favorable à la tyrannie, puisque c'est exactement ainsi que le percevait l'orateur Échine et, plusieurs siècles plus tard, Caton l'Ancien. Je ne lirai pas les deux citations. Étant donné ce soupçon qui pèse sur Socrate, Xénophon aurait ruiné son entreprise apologétique s'il avait donné la parole à son maître dans un dialogue où il donne des conseils à un tyran, non pas afin de l'encourager à entreprendre des réformes institutionnelles qui conduiraient à un changement de régime, mais au contraire pour l'aider à faire prospérer sa tyrannie. Deuxièmement, alors que Simonide a fréquenté la cour de plusieurs tyrans, Socrate a au contraire refusé les invitations que lui adressaient des tyrans
notamment Archélaos de Macédoine. Cette attitude intransigeante que l'on peut rapprocher des nombreuses anecdotes où l'on voit Socrate qui fait preuve de la même intransigeance dans son refus des cadeaux qu'on lui offre, est rapportée par 3 témoignages, je ne les lirai pas, mais qui vont dans le même sens. Socrate avait refusé une invitation à se rendre à la cour d'Archélaos. En raison de cette attitude intransigeante, donc qui est déjà attestée par Aristote, il aurait été invraisemblable, du point de vue de la mise en scène, de faire dialoguer Socrate avec un tyran dont il aurait accepté l'invitation. D'autant plus que Socrate avait également la réputation, comme vous le savez, de n'être jamais sorti d'Athènes. Troisièmement, même si les auteurs de dialogues socratiques prennent parfois des libertés avec la chronologie, le fait que Socrate soit né à la fin du règne de Hiéron, Hiéron a régné jusqu'en 468, rend également invraisemblable un entretien entre les deux hommes. Ces raisons expliquent pourquoi Socrate ne pouvait pas être l'interlocuteur d'un tyran dans un dialogue qui vise à réformer la tyrannie. Peut-on dès lors considérer, comme le soutiennent certains interprètes, que Xénophon fait de Simonide un personnage de substitution, c'est-à-dire qu'il lui prête les positions de Socrate, à tel point qu'il faudrait voir en Simonide rien de moins qu'un sage ou un philosophe socratique. Il est vrai que Simonide expose souvent des positions qui recoupent celles de Socrate dans les écrits socratiques de Xénophon, mais il n'a pas pour autant l'exclusivité des points de vue socratiques, puisqu'elle arrive parfois que Xénophon prête à Hiéron des positions qui correspondent à celles de Socrate. À la fin du texte, il y a une annexe où j'ai identifié les points de recoupement entre les positions soutenues par Hiéron et par Simonide et celles de Socrate dans les dialogues socratiques. Et on voit que c'est parfois Hiéron, parfois Simonide qui adoptent le point de vue de Socrate. Rappelons que Simonide est un auteur dont les thèses sont souvent discutées dans les dialogues socratiques de Platon et qu'il est indéniable que le personnage de Simonide dans le Hiéron adopte une stratégie argumentative qui rappelle à bien des égards celle de Socrate. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais cela ne suffit pas à faire de Simonide un sage socratique, car il faudrait en outre, pour qu'on puisse lui reconnaître ce titre, que son programme de réforme politique corresponde pour l'essentiel à celui que Socrate expose dans les écrits socratiques de Xénophon. Et cela est contesté par plusieurs commentateurs, comme nous le verrons un peu plus tard. De plus, on relève sur le plan doctrinal un certain nombre de divergences entre les positions exprimées par Simonide et celles que défend Socrate sur les mêmes sujets, de sorte qu'il serait précipité, à ce stade-ci, et au vu des seuls accords entre Simonide et Socrate, de considérer le premier comme un simple ersatz du second. Je laisse donc en suspens, pour le moment, la question de savoir si Simonide est un sage socratique ou un substitut de Socrate, et je réserve à la prochaine section le soin de déterminer si le Hiéron peut être considéré comme un dialogue socratique et Simonide comme un porte-parole de Socrate. Deuxième section, deuxième et dernière section, le Hiéron est-il un dialogue socratique? Les caractéristiques formelles, purement formelles, que le Hiéron partage avec les écrits socratiques de Xénophon sont nombreuses et il vaut la peine de les rappeler brièvement. Premièrement, le Hiéron et les écrits socratiques sont les seuls écrits de Xénophon qui se présentent sous la forme de dialogue. Deuxièmement, de même que la très grande majorité des entretiens rapportés dans les Mémorables, l'économique et au début de l'Apologie sont des dialogues entre deux interlocuteurs, le Hiéron ne met également en scène que deux interlocuteurs. Troisièmement, à l'instar de Socrate, Simonide incarne le sage qui détient une connaissance et qui peut l'enseigner à son interlocuteur. Quatrièmement, à l'instar de Socrate, en Mémorable 4.2, 39-40, c'est la fin du premier entretien avec Eutydème, Simonide attend que son interlocuteur soit complètement démoralisé pour entreprendre de l'instruire. C'est la fin de la première partie du Hiéron, où Hiéron affirme que le tyran n'a rien de mieux à faire que d'aller se pendre. Cinquièmement,
À l'instar de Socrate, Simonide fait preuve de cette variété d'ironie qui consiste à dissimuler son savoir afin que son interlocuteur expose ce qu'il croit être un savoir, alors qu'il fait en réalité étalage de son ignorance. En plus de ces caractéristiques purement formelles, le hiéron partage avec les écrits socratiques de nombreuses positions doctrinales. On peut dès lors comprendre que d'aucuns considèrent le hiéron comme un dialogue socratique. Et je rappelle ici, c'est la note de bas de page numéro 16, que Don Morrison lui-même, dans sa bibliographie des écrits socratiques de Xénophon, a inclus le hiéron parmi les dialogues socratiques. Or, si l'on s'en tient à une définition stricte du dialogue socratique, à savoir un dialogue qui met en scène Socrate et qui lui attribue un rôle actif, le hiéron n'est pas et ne peut pas être un dialogue socratique. La question se pose néanmoins de savoir si le hiéron est un dialogue socratique en un autre sens, soit au sens où les positions exprimées par Simonide et parfois par hiéron correspondent à celles que Socrate exprime dans les Mémorables et dans d'autres dialogues. Plus précisément, est-ce que le programme de réforme proposé par Simonide dans la deuxième partie du hiéron pourrait recevoir l'aval de Socrate? Cette question, qui a reçu ces dernières années des réponses divergentes, est sans doute l'une des plus intéressantes que soulève l'interprétation du hiéron, car il en va de l'unité de la pensée politique de Xénophon. Si l'on soutient en effet, à la suite de certains interprètes récents, que Socrate ne pourrait pas endosser les réformes proposées par Simonide, c'est la visée même du hiéron qui devient problématique. En effet, si ce dialogue expose une conception du leadership qui serait désavouée par Socrate, à quelle fin Xénophon a-t-il composé ce dialogue et quel en serait le statut par rapport aux écrits socratiques qui développeraient une autre position sur le même sujet, c'est-à-dire l'art de gouverner? Selon une interprète récente du hiéron, je la cite, il y a plusieurs aspects de la pensée socratique qui se retrouvent dans le hiéron. Or, cette interprète, en fait, il s'agit de Agnès Gail-Hirb, les références apparaissent à la fin de mon texte, qui a rédigé une excellente thèse de doctorat consacrée au hiéron et soutenue à l'Université de Strasbourg il y a quelques années. Or, cette interprète ne mentionne que deux aspects de la pensée socratique qui sont également présents dans le hiéron, à savoir, premièrement, la conviction que l'art d'administrer une maison est le même que l'art de gouverner une cité, et deuxièmement, l'identité du rôle de Simonide dans le hiéron correspond exactement à celui que Socrate décrit en ces termes dans l'Économique. Je vais citer ce passage qui est intéressant. Qui est capable de former à l'art de commander aux hommes peut évidemment enseigner à quelqu'un l'art d'être un bon maître. Qui est capable d'enseigner l'art d'être un bon maître peut former aussi à l'art d'être un bon roi. Basilicus. Comme Simonide détient la compétence archikos, qui est la condition des deux autres, despotikos basilikos, il entreprend en effet de former Hiéron à l'art de commander. Il s'ensuit qu'il peut également former Hiéron à l'art d'être un bon roi. Après avoir souligné les deux rapprochements entre le hiéron et la pensée de Socrate, Gail-Hirb conclut, je la cite, « Mais les similitudes s'arrêtent là, car l'art du gouvernement, selon le Socrate de Xénophon, est un art exigeant. » J'expliquerai sous peu en quoi l'art du gouvernement est un art exigeant. Pour le moment, attardons-nous aux similitudes entre le hiéron et les écrits socratiques de Xénophon. Est-il bien exact, comme le soutient Gail-Hirb, qu'il n'y a que deux rapprochements, et uniquement deux, entre les positions de Simonide et celles de Socrate? Comme le démontre le tableau des correspondances entre les hiérons et les écrits socratiques de Xénophon, donc qui se trouve à la fin du texte, les rapprochements et les recoupements sont beaucoup plus nombreux que ne l'affirme Gail-Hirb. J'ai en effet relevé une trentaine de recoupements significatifs entre le hiéron et les Socratica de Xénophon, et parmi ces recoupements, il y en a plusieurs qui portent sur des éléments doctrinaux de grande importance. Mais avant de se prononcer sur le caractère socratique du hiéron,
il ne faut pas se limiter au seul recoupement, car l'on doit également prendre en considération les divergences que l'on observe entre le hiéron et les socraticains. Il y a, à mon avis, deux divergences majeures qui méritent d'être soulignées. La première concerne l'amour des païdikas. L'attitude complaisante de Simonide à l'endroit des amours de Hiéron pour les garçons contraste singulièrement avec la réprobation répétée de Socrate pour ce genre de relation. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette divergence, car elle concerne directement la maîtrise de soi, qui est le fondement non seulement de l'éthique socratique, mais aussi de l'art royal basiliquet techné enseigné par Socrate. J'y reviendrai très bientôt. Comme nous le verrons sous peu, le fait même que Simonide n'exhorte pas Hiéron à faire preuve de maîtrise de soi est l'une des principales raisons pour lesquelles certains interprètes refusent de considérer que le hiéron expose une position socratique. La deuxième divergence concerne la tripartition animal, homme, Dieu. Selon Simonide, c'est l'aspiration aux honneurs, la philotimia, qui distingue l'homme de l'animal et qui le rapproche de la divinité. C'est très clair au chapitre 7, paragraphes 3 et 4 du Hiéron. Quant à Socrate, il estime, quant à lui, que c'est l'enkrateia qui distingue l'homme de l'animal et que l'homme se rapproche de la divinité, non pas par la philotimia, mais par la recherche de l'autosuffisance. On relève dans le programme exposé par Simonide non seulement des recoupements et des divergences avec des positions socratiques, mais aussi des omissions, ou plutôt des absences. Mais qu'est-ce qui me permet d'affirmer qu'il y a des absences dans le programme de Simonide? N'est-il pas toujours très risqué, voire suspect, de prétendre que l'on peut identifier des absences dans un texte? On pense immédiatement à Léo Strauss, et je suis présentement en train de terminer un article sur l'interprétation du hiéron par Léo Strauss, mais rassurez-vous, plus je lis Strauss et moins je suis straussien. Étant donné que l'art de gouverner est un thème central dans l'œuvre de Xénophon et que le traitement le plus élaboré sur l'art royal se trouve dans les Mémorables, il est possible d'en identifier les principaux éléments constitutifs et de comprendre comment ils s'articulent les uns aux autres. Or, l'art de gouverner, tel que Socrate le conçoit, comporte certaines exigences éthiques, et c'est précisément en cela que l'art de commander est un art exigeant, dont on s'aperçoit qu'elles sont complètement absentes du programme de Simonide et que Hiéron n'y satisfait peut-être pas. Il ressort assez clairement de l'ensemble des entretiens entre Socrate et Euthydème dans les Mémorables que la basiliquet techné est une compétence politique qui se fonde sur l'enkrateia. Celui qui détient l'art royal est utile d'abord à lui-même, pour autant que cet art qui lui permet de se maîtriser lui-même le met à l'abri des mauvaises décisions inspirées par l'attrait du plaisir, et qu'il est ensuite utile aux autres, car cette maîtrise qu'il exerce sur lui-même le rend apte à bien administrer son domaine, oikos, et à diriger efficacement les autres. La compétence à gouverner suppose nécessairement l'enkrateia, car celle-ci est la condition sine qua non seulement du gouvernement de soi et d'autrui, mais aussi de tout apprentissage digne de mention, notamment les connaissances indispensables aux dirigeants politiques. En Mémorable 2.1, alors qu'il expose à Aristippe les principaux éléments de la formation des futurs dirigeants, Socrate nomme l'enkrateia en tout premier lieu. On retrouve ici une idée maîtresse du Socrate de Xénophon, qui est également un thème récurrent dans les Mémorables. C'est l'enkrateia qui assure à la fois la vertu d'un homme, ses talents d'administrateur de sa propre maison et son aptitude à assumer des responsabilités politiques ou militaires. Bref, c'est l'enkrateia qui est le fondement de l'utilité envers soi-même et à l'égard d'autrui. Il y a donc une parfaite continuité entre le contrôle que l'on exerce sur soi, les rapports vertueux avec autrui, la gestion fructueuse de son domaine et le gouvernement efficace des hommes. Qui ne se gouverne pas soi-même ne peut prétendre à gouverner autrui. Je fais ici une parenthèse, mais qui me paraît importante.
Xénophon n'est pas le seul auteur du IVe siècle qui attache de l'importance à l'enkrateia, au point même d'en faire une vertu indispensable aux dirigeants politiques. Ainsi, Isocrate enjoint-il à Nicoclès, s'il veut se comporter en véritable roi, à maîtriser ses plaisirs et ses désirs. Je lis le texte. « Exerce ton autorité sur toi-même, autant que sur les autres, et considère que la conduite la plus digne d'un roi est de n'être l'esclave d'aucun plaisir et de commander à ses désirs plus encore qu'à ses compatriotes. » Le Socrate de Xénophon souscrirait sans peine à cette exhortation. Isocrate prête à Nicoclès, dans le discours du même nom, la même position que celle qu'il exhorte à adopter dans l'extrait que je viens de citer. Je ne lirai pas le texte qui suit. Avant de donner des conseils à ses sujets et de leur présenter leurs devoirs, Nicoclès souligne longuement ses propres vertus, notamment sa justice, sa modération et sa maîtrise de soi, et il emploie le terme enkrateia, comme si sa propre exemplarité morale était une condition préalable qui l'autorise à exhorter ses concitoyens à la vertu. Dans la lettre 7, Platon exhorte pareillement Denis, le tyran de Syracuse, à se rendre maître de lui-même. Je lis le texte, c'est un texte qui n'est pas souvent cité. C'est donc de cette façon que je pourrais vous donner mes conseils, et c'est ainsi que, d'accord avec Dion, j'engageais Denis tout d'abord, Protone, à vivre chaque jour de manière à se rendre de plus en plus maître de lui-même, enkrates autou, et à se gagner de fidèles amis et des partisans pour qu'il ne lui arrive pas l'aventure de son père. L'exhortation à l'enkrateia est le tout premier conseil que Platon donne aux tyrans, comme si l'enkrateia était la condition sine qua non du succès de toutes les autres réformes que Platon conseille aux tyrans d'adopter. La position exprimée dans la lettre 7 est également exposée dans les lois, dans un passage où Platon, par l'entremise de l'Athénien, fait de la modération à l'endroit des plaisirs une vertu qui est absolument indispensable aux tyrans dans la mesure où elle est la condition de l'utilité de ses autres qualités. Il y a un long texte cité que je ne citerai pas. Citons un dernier texte. Dans la fable royale du premier Alcibiade, Socrate explique que les futurs rois de Perse sont confiés à 4 pédagogues royaux, soit le plus savant, le plus juste, le plus tempérant et le plus courageux. La tâche du pédagogue le plus tempérant, Sophronestatos, est d'enseigner à l'enfant, je cite, à ne se laisser asservir par aucun plaisir afin qu'il s'habitue à être libre et vraiment roi, sachant commander d'abord à ses instincts au lieu de s'en rendre esclave. Fin de la citation. Comme on peut le constater, tous ces textes, qu'ils soient de Xénophon, d'Isocrate ou de Platon, défendent fondamentalement la même position, à savoir que l'on ne peut pas prétendre au gouvernement d'autrui si l'on ne se gouverne pas d'abord soi-même. Il est dès lors troublant de constater que Simonide n'exhorte jamais Hiéron à faire preuve d'enkrateia. Le chef militaire ou politique doit posséder, en plus de l'enkrateia, une autre qualité sur laquelle Socrate n'a de cesse d'insister. Il doit faire preuve d'endurance physique, carteria, car il doit être en mesure, en cas de besoin, de supporter des températures extrêmes, la fatigue, la douleur et de consentir de nombreux efforts. Rien n'indique que Hiéron ait cette capacité d'endurance physique et Simonide ne l'encourage pas non plus à l'acquérir et à l'exercer. La piété est une autre vertu indispensable au bon gouvernant, comme Michael Flower l'a bien montré dans un article consacré à cette question. Lorsque Socrate entreprend de former Eutydème à l'art royal, la modération à l'endroit des dieux et la piété sont les premières vertus qu'il cherche à lui transmettre. Et ce n'est certainement pas un hasard si Xénophon souligne avec insistance la piété de Cyrus et d'Agésilas, qui sont des modèles accomplis de bons gouvernants dans l'œuvre de Xénophon. On peut donc légitimement s'étonner de ce que Hiéron n'ait jamais dépeint sous les traits d'un homme pieux et que Simonide ne l'exhorte pas non plus à la piété dans la deuxième partie du dialogue. Une lecture attentive de la deuxième partie du Hiéron révèle que Simonide propose certes plusieurs réformes techniques et économiques à Hiéron,
mais qui ne l'exhorte jamais à se réformer lui-même sur le plan éthique. Cette absence ne laisse pas d'être problématique au vu même de la conception que se fait Xénophon du rôle du dirigeant dans le processus de transmission de la vertu. De même que sur le plan individuel, un homme devient vertueux par l'imitation des vertus d'un maître qui lui sert de modèle, de même, sur le plan collectif, un peuple devient vertueux en s'exerçant à imiter les vertus de ses dirigeants. Le dirigeant a une réelle exemplarité, c'est-à-dire qu'il est un modèle offert à l'imitation de ses gouvernés et qu'il peut ainsi leur transmettre ses vertus. Ce rôle est exprimé de façon lapidaire mais saisissante dans deux passages étroitement parallèles. Le premier tiré des Revenus, c'est le tout début des Revenus. J'ai toujours pensé que tels sont les dirigeants, tels deviennent aussi les régimes. Et le deuxième tiré de la Syropédie, car tels sont les dirigeants, tels deviennent le plus souvent ceux qui sont placés sous leurs ordres. Le lien causal entre les mœurs des dirigeants et celles de leurs subordonnés est clairement signalé dans les deux passages par la succession des verbes être et devenir. Tels sont les dirigeants, tels deviennent leurs sujets. Pour démontrer le rôle central du bon dirigeant dans la transmission des vertus à l'ensemble du corps politique, Xénophon procède tantôt de façon positive en insistant sur l'influence bénéfique du bon dirigeant, tantôt de façon négative en soulignant la brusque corruption des mœurs dès que le bon dirigeant est disparu et remplacé par des dirigeants médiocres, comme dans la République des Lacédémoniens et comme la fin de la Syropédie. On comprend mieux dès lors à quel point la figure du dirigeant et les vertus qu'il incarne sont absolument cruciales dans la réflexion politique de Xénophon. Contrairement à Cyrus et à Agésilas, Hieron n'est jamais présenté comme un modèle paradigma offert à l'imitation de ses concitoyens, et Simonide ne l'exhorte pas non plus à se réformer de façon à ce qu'il puisse assumer l'exemplarité qui est indispensable à la transmission de la vertu. La figure morale de Hieron est donc falote, voire inexistante, si on la compare aux grands dirigeants que Xénophon propose en exemple. À la lumière des nombreux recoupements et des quelques divergences avec les écrits socratiques, mais aussi des énigmatiques absences que l'on y observe en comparaison de ces derniers, peut-on finalement soutenir que le Hieron est un dialogue socratique? Étant donné que Simonide entend manifestement faire de Hieron un roi au sens socratique de l'expression, cela est développé dans une autre section de l'introduction au dialogue, je pourrais revenir à la période des questions, mais qu'il ne l'exhorte jamais à acquérir l'encrateia qui est le fondement sine qua non de l'art royal, tel que Socrate le conçoit. Le programme de réforme de la tyrannie dans le Hieron ne peut pas être qualifié de socratique sans réserve. C'est un programme socratique par plusieurs aspects qui ne sont pas d'importance négligeable, mais les lacunes éthiques que l'on relève dans ce programme empêchent qu'on lui accorde sans réserve le label, l'étiquette socratique. Mais ne pourrait-on pas soutenir que Socrate s'est contenté de brosser le portrait du dirigeant idéal et que Xénophon, de son côté, a proposé des modèles de dirigeants qui, pas plus que Hieron, ne satisfont à toutes les exigences éthiques du modèle socratique du roi? Or, lorsqu'on examine attentivement les chefs que Xénophon propose en exemple, on s'aperçoit qu'ils possèdent tous les qualités éthiques que Socrate estime indispensables. Ainsi, ne fait-il aucun doute que Cyrus et Agésilas, par exemple, font preuve de l'encrateia qui est au fondement de la basilica techné. Les exigences éthiques formulées par Socrate sont donc satisfaites par les principaux héros de Xénophon, de sorte que l'on ne peut pas opposer au sein de l'œuvre de Xénophon le modèle théorique et socratique du dirigeant d'une part et les exemples concrets de bons dirigeants d'autre part. L'accord entre le modèle socratique et les exemples concrets d'excellents dirigeants rend encore plus troublante et encore plus inexplicable l'absence de ces qualités et de ces vertus dans le Hieron. La distinction que j'ai établie entre le modèle socratique du bon dirigeant et les exemples concrets de leadership proposés par Xénophon
est en partie artificielle, car il arrive que Socrate propose lui-même ou identifie lui-même des bons dirigeants. Et là, je dirais que c'est le point le plus important de ma démonstration. Or, ces exemples de bon leadership, identifiés par Socrate, sont très instructifs dans la mesure où l'on s'aperçoit qu'il n'y en a pas un seul, j'insiste, il n'y en a pas un seul dont il est dit expressément qu'il possède toutes les qualités indispensables au bon roi. Et je donne des exemples. De tous les interlocuteurs de Socrate dans les Mémorables, Charmide est le seul que Socrate exhorte à faire de la politique. C'est le seul. Or, le texte de Mémorables 3.7 ne précise pas si Charmide fait preuve d'encrateia, de carteria et de piété, pour me limiter aux 3 vertus indispensables au bon gouvernant. On ne le sait pas. De même, lorsque Socrate justifie l'élection d'Antisthène au poste de stratège en Mémorables 3.4, il insiste exclusivement sur ses compétences économiques et il ne se demande pas si Antisthène détient de surcroît les qualités morales nécessaires à l'exercice du commandement. Autre exemple, de même encore, lorsqu'il s'entretient avec Glaucon en Mémorables 3.6 pour le dissuader de faire de la politique, il se contente de mettre en lumière l'incompétence économique et militaire du frère de Platon sans se soucier de vérifier si Glaucon possède les qualités morales requises. Derchef, lorsqu'il veut faire comprendre à Périclès le jeune, qui vient d'être élu au poste de stratège, que sa formation militaire est insuffisante, il l'encourage à suivre les leçons des hommes les plus compétents en la matière, mais il ne prend pas la peine de vérifier si Périclès est pieux, maître de lui-même et endurant la douleur. Lorsque Socrate examine en quel sens Agamemnon est un bon roi, Basileus Agathos, en Mémorables 3.2, il explique et justifie cette réputation, bon roi, uniquement en fonction de sa capacité à rendre prospères ses subordonnés, et il fait complètement l'impasse sur l'encrateia, la carteria, la piété. Ça vaut la peine de lire la note 61, c'est un extrait de Mémorables 3.2. Je cite, « C'est ainsi qu'en examinant la nature de la vertu propre au bon chef, arrêtait Agathou et Gémonos, il rejetait les autres qualités et ne conservait que l'aptitude à rendre prospères ceux dont il est le chef. Que l'aptitude à rendre prospères. Mais s'il suffit de rendre ses sujets prospères pour être un bon roi, pourquoi Hiéron n'en serait-il pas un s'il suit le conseil de Simonide qui l'invite à rendre sa cité prospère, comme on le voit au chapitre 11 du Hiéron? Enfin, on constate le même genre de lacune ou d'oubli au sein d'un entretien qui est pourtant l'un des plus complets et des plus développés sur l'art de gouverner. Dans le premier entretien avec Aristippe, en Mémorables 2.1, Socrate insiste sur l'importance de l'encrateia et de la carteria pour le futur dirigeant, mais il ne fait pas du tout mention de la piété. Force est de constater, au vu de tous ces textes où Socrate traite des qualités, des vertus et des compétences du bon dirigeant, qu'il est plutôt rare qu'il insiste sur toutes les qualités indispensables au futur dirigeant, de sorte que les oublis du Hiéron seraient à la fois moins exceptionnels et moins sérieux qu'on a pu le prétendre. Il n'en demeure pas moins que la doctrine du leadership exposée par Simonide n'est qu'une version partielle de la doctrine socratique sur le même sujet et que l'on ne peut donc pas la considérer comme une transposition pure et simple de la doctrine socratique de la basilique technique. Je suis donc en désaccord avec les commentateurs, et il y en a 4 principaux, Halders, Stefan Schorn, Agnès Gall-Hirb et tout dernièrement Zolo, les références sont à la fin du texte, qui ne reconnaissent pas la dimension socratique du Hiéron et qui opposent même ce dernier aux écrits socratiques de Xénophon. Dans l'hypothèse où le Hiéron ne serait pas compatible avec les écrits socratiques, voire contraire à ces mêmes écrits, nous serions ainsi en présence au sein du corpus de Xénophon à 2 doctrines de l'art de gouverner qui seraient irréconciliables entre elles. De plus, comme la deuxième partie du Hiéron offre de nombreux recoupements avec la Syropédie,
faudrait-il conclure que l'art de commander dans la Cyropédie est lui aussi incompatible avec la basiliquae techné des écrits socratiques? Et si nous sommes bel et bien en présence de deux théories incompatibles du commandement, s'agit-il de deux théories qui se sont succédées dans le temps? Et si oui, laquelle des deux précède l'autre? Ou bien de deux théories contemporaines, dont l'une, laquelle est forcément endossée par Xénophon, et l'autre, laquelle, condamnée? Telles sont les questions et les problèmes épineux qui surgissent inévitablement si l'on considère pardonnez-moi, si l'on considère que la théorie du gouvernement dans le Hiéron est irréconciliable avec la basiliquae des écrits socratiques. Comme il s'agit à mes yeux d'une fausse opposition qui risque d'entraîner une grave mésinterprétation du Hiéron, il me paraît indispensable d'exposer et de discuter les arguments avancés par ces commentateurs. Je le fais dans l'introduction du Hiéron. Je n'aurai évidemment pas le temps aujourd'hui, je vois que le temps file, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de discuter tous leurs arguments. J'en verrai quelques-uns. Un premier argument consiste à soutenir que le passage de tyran à roi est pour Socrate une conversion morale. Comme il n'y a aucune trace d'une telle conversion dans le Hiéron, ce dialogue n'aurait rien de socratique. C'est une citation de Alders. J'ai mis la traduction française, mais vous avez en note le texte original en anglais. C'est un article qui remonte au début des années 1950. C'est, à ma connaissance, le premier qui ait soutenu que le Hiéron n'est pas socratique. Je ne lirai pas son passage. Il est exact que Simonide n'encourage jamais Hiéron à se réformer lui-même et que cela est problématique au regard même du rôle que Xénophon attribue aux dirigeants dans le processus de transmission de la vertu au corps politique. Mais l'absence de conversion morale suffit-elle à dénier au Hiéron une dimension socratique? Je ne le crois pas. L'absence d'exhortation à la conversion morale du dirigeant dans le Hiéron ne se distingue pas fondamentalement de tous les entretiens dans les Mémorables où Socrate exhorte des politiciens à acquérir les compétences nécessaires à leur fonction sans jamais soulever la question de la vertu de ces mêmes politiciens. Cela est très clair dans les premiers entretiens du livre 3 des Mémorables. Tout se passe comme si Socrate était beaucoup plus soucieux de la conversion à la compétence technique de ces politiciens que de leur conversion morale. En outre, il me paraît nettement abusif d'affirmer, comme le fait Alders, que la conversion du tyran en roi dans le Hiéron ne vise pas en premier lieu le bien-être des citoyens, mais la préservation du pouvoir et du bien-être du tyran. Pour peu qu'on lise attentivement la deuxième partie du dialogue, on s'aperçoit que les mesures préconisées par Simonide s'adressent toujours en premier lieu à la cité et aux citoyens, et ce n'est qu'ensuite que le dirigeant en recueillera les bénéfices. Cette séquence de ce que j'appelle le double profit, c'est-à-dire faire d'abord du bien à la cité et recueillir ensuite les bénéfices de ces bienfaits, est bien illustrée dans un passage du chapitre 11 où Simonide exhorte Hiéron à prendre l'initiative des bienfaits et souligne du même souffle l'avantage personnel qu'il en retirera. Et donc, courage, Hiéron, enrichis tes amis, tu t'enrichiras toi-même. Fais prospérer la cité, tu contribueras à ta propre puissance, gagne-lui des alliés, et il y a ensuite une lacune dans le texte. Plus de 50 ans après l'étude de Alders, Stéphane Schorn, en 2008, a donné un second souffle à la thèse du caractère non socratique du Hiéron. D'après Schorn, je le cite, la doctrine de Simonide est incompatible avec celle de Socrate, fin de la citation, et il fonde cette incompatibilité sur des passages précis où Simonide soutient des positions qui ne pourraient pas être endossées par Socrate. Par exemple, reprenant un argument qui se trouve déjà chez Alders, Simonide songerait d'abord au bonheur et à la prospérité de Hiéron, et s'il conseille à ce dernier de travailler au bonheur de sa cité, c'est uniquement parce que cela contribue à sa propre daimonia. Autrement dit, le souci du bonheur de la cité est purement instrumental et subordonné au bonheur de Hiéron. Schorn soutient que la théorie socratique du pouvoir politique inverse cette perspective, c'est-à-dire que celui qui exerce le pouvoir songe d'abord au bien-être de ceux qu'il gouverne et non pas au sien propre.
Il s'agit, d'après moi, d'une fausse opposition, dans la mesure où ce qui importe pour Xénophon est que l'exercice du pouvoir profite aussi bien et en même temps à celui qui l'exerce qu'à ceux qui exécutent des ordres. Autrement dit, le pouvoir n'est jamais exercé de façon désincarnée et désintéressée dans le seul intérêt du groupe ou de la collectivité que l'on gouverne. Il vaut la peine d'examiner les textes que Shorn évoque pour illustrer l'opposition qu'il perçoit entre la perspective de Socrate et celle de Simonide. Il s'agit de deux textes tirés des Mémorables, je les cite, les deux sont tirés du livre 3. Eh bien, Glaucon, il est clair que si tu veux être honoré, il faut que tu rendes service à la cité. Tout à fait, répondit-il. Deuxième texte, il parle à Charmide. Et si quelqu'un, poursuit-il, qui a la capacité, pour peu qu'il s'occupe des affaires de la cité, de la faire prospérer et d'obtenir par là des honneurs pour lui-même, hésitait donc à le faire, n'aurait-on pas raison de le considérer comme un lâche? Fin de citation. La perspective décrite dans ces deux passages me paraît rigoureusement identique à celle qui est exprimée par Simonide au paragraphe 13 du chapitre 11 du Hieron. Pour Socrate et Simonide, il faut en effet prendre l'initiative d'un bienfait si l'on désire par la suite en récolter les fruits, en l'occurrence recevoir des honneurs, se faire aimer de ceux que l'on a bien traités, etc. Il s'agit là d'une véritable dynamique éthique qui parcourt l'œuvre de Xénophon et dont l'expression la plus achevée est mise dans la bouche de la vertu dans l'apologue d'Héraclès à la croisée des chemins. Je cite ce passage dans une note en bas de page. C'est un passage pour moi qui est très important et où cette dynamique du double profit est clairement exprimée. À la page 23, je vais sauter le premier paragraphe. Donc, à la page 23, je reprends donc au milieu de la page le paragraphe qui débute par l'interprétation défendue par Shorn, celle de l'incompatibilité entre Simonide et Socrate, soulève un problème de taille, soit celui de l'articulation entre le Hieron et les écrits socratiques de Xénophon. Si la doctrine de Simonide est absolument incompatible avec celle de Socrate, doit-on comprendre l'opposition entre le Hieron et les écrits socratiques en termes d'évolution de la pensée politique de Xénophon? Et s'il y a une évolution, en quel sens la pensée politique de Xénophon progresse-t-elle? Du Hieron vers les écrits socratiques ou inversement? La position de Shorn consiste à rappeler que le Hieron met en scène deux personnages qui ne sont pas des philosophes et qu'il ne faudrait donc pas trop s'étonner de ce que leur examen des sujets débattus laisse souvent à désirer sur le plan philosophique. Shorn soutient même que le texte du Hieron contient plusieurs passages qui pointent en direction d'un au-delà du texte, en allemand über den Text hinaus et deux fois über den Dialog hinaus, c'est-à-dire qu'ils font référence à un autre texte où les mêmes questions sont traitées de façon plus approfondie. Autrement dit, le texte du Hieron est délibérément incomplet sur le plan de l'argumentation et Xénophon attend de son lecteur qu'il le complète par un autre texte, en l'occurrence les Mémorables ou l'économique ou la théorie du commandement ou, si l'on préfère, l'art royal est exposé avec tous ses tenants et aboutissants sur le plan éthique. Cette position de Shorn implique donc nécessairement que le Hieron est chronologiquement postérieur au mémorable et à l'économique, puisque Xénophon aurait délibérément inséré dans le texte du Hieron des références plus ou moins voilées à ces deux écrits socratiques. La position défendue par Shorn doit être rejetée pour trois raisons. Premièrement, il est impossible de démontrer de façon convaincante que la rédaction des Mémorables précède celle du Hieron. C'est une hypothèse, sans plus, et il me paraît très risqué de proposer une interprétation du Hieron qui est suspendue à une hypothèse chronologique qui est indémontrable. Deuxièmement, les passages où Shorn croit détecter des références à un au-delà du texte, voire des citations des Mémorables et de l'économique, ne sont rien de plus, en fait,
que des passages parallèles. Comme chacun sait, le corpus de Xénophon abonde en passages parallèles et dans le cas du Hiéron, il ne faut pas interpréter ces parallèles comme des allusions ou des citations plus ou moins voilées à des passages d'autres œuvres, mais plutôt et tout simplement comme autant d'expressions différentes, plus ou moins développées, de positions éthiques et politiques qui ne varient guère d'une œuvre à l'autre. Troisièmement, les échanges entre Hiéron et Simonide ne sont pas moins développés, comme nous l'avons vu, que certaines discussions entre Socrate et des hommes politiques du livre 3 des Mémorables, où il n'y a aucune référence aux fondements éthiques de leur aptitude à gouverner. Or, il ne viendrait à l'esprit de personne de soutenir que ces échanges contenus dans les Mémorables sont incomplets et que Xénophon les a truffés d'indications plus ou moins voilées qui indiqueraient au lecteur que ces échanges doivent être complétés par la lecture d'autres textes plus développés sur le même sujet. En conclusion, ce sera une conclusion un peu abrupte, il n'y a rien dans le Hiéron qui soit antisocratique ou contraire à la doctrine politique exposée dans les écrits socratiques. Certes, le Hiéron expose une doctrine de l'art de gouverner qui est partiellement socratique dans la mesure où elle omet de présenter le fondement éthique de cet art, mais étant donné que ce genre de mission est souvent le fait même de Socrate dans les Mémorables, nous serions malvenus d'en tenir rigueur à Simonide et, ajouterais-je, à Xénophon lui-même. Merci beaucoup de votre attention. Merci André. Je vous invite à poser des questions avec le raise hand icon. John Lenz. Hi, thank you. Thank you very much. That was wonderful. And excuse me for speaking in English. I won't test you with my mediocre French. So I've been trying to work on this, but it's fairly new to me. And I wonder if there are different purposes here in the way different sages advise politicians. So for example, Socrates is utopian in his Basilicae Techne, a more ethical, envisioning a utopian society. And secondly, when he advises politicians, such as Charmides or Antisthenes or Glaucon in your examples, he's advising them to go into politics in Athens the way things are. In other words, politics as usual in a flawed state. And thirdly, maybe we have something in this dialogue, I'm not sure, I hope you correct me, or what you think about this, that in Aristotle, there's a passage in the Politics which is somewhat unusual, that today we don't have kings anymore, we have tyrants, but we can try to make them better tyrants, to teach them how to be good holders of power. And maybe that's what we have here. Plato, in his own biography, trying to improve a tyrant, to maintain his power. In other words, to improve him as much as possible. There might be different degrees of purposes. What do you think, please? I will start by your last remark. It's in book 5 of the of the Politics of Aristotle Politics, but I think that there are some differences between Xenophon and Aristotle there. Many people think that one of the main source of Aristotle in that passage of the Politics is precisely Xenophon, the hero. That is still a position held by many commentators today. But Aristotle is even more Machiavellian than Xenophon is, because he says that it's a sham. The tyrant has to act as if he were a king. And he used the word hypocrites,
He has to play the king, to act as a king, but not to be one. But I think that Xenophon he sincerely thinks that a tyrant can become a king, but a king in the Socratic sense of the king. There are, I think, two very important passages in the Memorabilia about what the king is about. One is in book 4, chapter 6 of the Memorabilia, where Xenophon reports what was the difference between a king and a tyrant for Socrates, and and Don Morrison has written an article in French, I think never translated into English, in 2004 about that very passage. Okay. And there's another one in book 3, chapter 9, paragraph 10 of the Memorabilia, where Xenophon reports that for Socrates, a king is not the one who holds the sceptrum, is not the one who held the sceptrum. Is not the one who has been elected, is not the one who exercises power by force. So what does that mean? The king is not what we usually call a king, the one who wields the scepter, is not either a politician in a democracy, the one who has been elected or chosen by lot, and is not even the tyrant, the one who exercises power by force or by ruse, apathy. But the one who knows how to govern. Sure. In order to be a king, you have to know how to govern. Well, that means that you can be a king in any of these politeiai, in any of these kinds of politeiai. You don't find a king only in a state governed by a kind of hereditary. Yeah, but in any kind of politeia, but the condition is that he has to know how to govern, and in that passage there's no and it's purely technical knowledge of how to govern. There's no reference whatsoever to any kind of ethical condition in order to be a king. And I think that it's exactly what we see in the hero. Simonides, in the second part of the dialogue, he advises Hero and he tries to teach him how to become a good archon. He doesn't say a king, but he says archon. And in that passage of the Memorabilia 3910 I was referring to, Socrates says, well, Xenophon reports that Socrates said that in order to be a king or an archon, you have to know how to govern. You have to know how to govern. But you don't find any. There's no occurrence of the word king or basilikos in the Hero. But in the second part of the dialogue, Simonides doesn't use the words tyranny or tyrant, tyrannos, but he does use very often archon, the word archon, and I think it's a real Socratic program that he is exposing, and in the way that he's trying to advise Hero in order that he becomes a real archon, a king, in the Socratic sense. Thank you. Thank you. Let's. I hope that it was. Let's move on. William Altman. Oh,
Thank you very much, Don. Good to see you, Louis-André. I want to ask you a question, but first I just want to get you to tell me, I've just been translating Aulus Gellius's chapter on the rivalry of Plato and Xenophon. Yeah. And I wonder what you think of that remark that he makes that that Xenophon, having read almost the first two books of Plato's Republic, then composed his Cyropaedia. Gabriel, I think that Gabriel is here. Gabriel could answer that better. Well, no, I'm just interested in what you think of that passage. Do you believe that? Do you believe that there's a connection between that Xenophon wrote the Cyropaedia in response to having read Plato? I really don't know. I don't have any. I don't have any clear idea about that. Well, so here's my question. Your paper was fascinating, and I thought you were extremely judicious and fair in totting up all of the parallel passages that indicated agreement, as well as the passages that did not. And if I understand you correctly, you're taking a look at both of these lists and seeing both the absences and the concurrences, and deciding that on balance, that what we have is a compatibility. Yeah. What I like about the passage in Aulus Gellius is that it suggests to me a new way of thinking about the combination of dissonances and concurrences, and that is the difference between appearance and reality. I think you're being too gentle on our friend Simonides, who after all is a bestower of praise, who regards philotomia as the key to what makes a man divine as opposed to an animal. And of course, at the end of his speech, gives the famously self-serving advice, plutidze tus philus, enrich your friends, of which I imagine Simonides imagines himself to be one. My question then is, why not? Well, why not is because, first of all, Socrates would never do such a thing. Socrates would never have told a tyrant, enrich your friends with the hidden agenda of having himself be enriched. That would be a completely unsocratic thing, and an unxenophontic thing, and an unplatonic thing for him to have done. I guess what I'm trying to suggest is that instead of the two lists and coming out in balance, that it might be more productive to think of the difference between appearance and reality. In other words, there's no question that this is a Socratic dialogue. Everything that Xenophon writes is going to be a Socratic dialogue, just as everything Plato writes is going to be a Socratic dialogue. These guys are Socratics. They're going to write Socratic dialogues, whether the protagonist is the Eleatic stranger or whether it's Simonides, or Aspasia, for that matter, in the Menexenus. But that doesn't mean that there cannot be the appearance of being more Socratic than they actually are. And in fact, the only way that a character can appear to be more Socratic than they are is to have a large number of parallels with Socrates. And I suggest that this is what's going on in the hero. In other words, there's no question that Simonides appears to be consistent with Socrates, and that appearance is created by a large number of parallels, but that in substance, which you've drawn attention to on the very basic ethical questions of self-sufficiency, of the difference between man and animals, of whether you should enrich Simonides himself, that I think we can see that not only kolokeia is going on here, but a very distinctively sub-Socratic move that is better explained in terms of appearance and reality than in terms of, on balance, it's Socratic. Yeah, but I don't think it's only in appearance that Simonides looks Socratic. I think it's more profound, more real, more real than that. About philotimia, one of the divergence that I underlined is philotimia, but it is important for Socrates too.
it is very important for Socrates in the Memorabilia Philotimia. There are many passages on the importance of Philotimia for Socrates in the Memorabilia, but he would never say, as Simonides says, that that Philotimia is what is distinguish man from animals, and that you can become divine by Philotimia and not by Autarkeia. But for all the other things, you see, for instance, to become richer, Plutidze, he does use the word, he does use the expression auxein ten polin, but Socrates uses the same expression in the Memorabilia, and Socrates also urges the politicians to auxein ten polin. So I don't see any discordance between Simonides and Socrates on that. As I tried to show, the main point of divergence that could be a point of divergence is the absence in the hero of all the ethical conditions of the Basilike Techne. But as I tried to show also, there are so many passages in the Memorabilia where Socrates himself doesn't make any reference to these conditions when he's talking with politicians and when he's advising politicians. Okay, let's move on. Gabriel Danzig. Gabriel? There we go. Thank you, Louis Andre, for a beautiful paper. I have two questions, really, or two issues. One, you mentioned at the beginning the difference with regard to Paedia, that hero, that Simonides seems to encourage Hieron, or not to discourage him at least. Yeah. Whereas Socrates always does discourage people. Is that right? Yeah. Did you answer that one? Because I think I have something to say about it. Socrates doesn't usually talk to tyrants, as you mentioned. But tyrants are not the only ones who have love affair with Paedia. Right. You're right. But when he does, on the rare occasion that he does, Socrates does talk with Critias, and there he does try to not completely dissuade him. He tries to dissuade him, but he also tries to suggest a better way to approach Euthydemus. And maybe he illustrates that himself in Book 4 when he approaches Euthydemus in a more dignified way. Right. So maybe that's one way to get there. The other part of that is, did you think about Theramenes, who also tries to moderate a tyrant, a kind of a tyrant with Critias, without necessarily being against the rule of the 30 altogether. So there maybe is another parallel to the Simonides figure. Okay. And the last point I just wanted to mention, since you suggested my name when Will asked you a question, is there any relation to Plato here? Yeah. I did notice in the first book of the Republic, Simonides is mentioned, as you mentioned in your footnote. Yeah. And the very end of that, he says, well, Simonides didn't say that. He didn't say anything like that. It must have been a tyrant that said it, and we should make war against that tyrant. So the idea of Simonides and his opposition to tyranny, maybe just in a very superficial way, might have been suggested to Xenophon by reading Plato. Thank you, Gabriel. Thank you. All right. But it's too late for the bidet. Mariana Koskarian.
Le professeur, est-ce que vous m'attendez? Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dorion, pour votre présentation très intéressante et très importante. J'ai une question qui est de l'interprétation. Par exemple, la divergence 2, comme vous l'avez appelé, quand Simonide dit que c'est l'amour pour les honneurs, c'est ce qui fait le membre plus proche de Dieu. Nous pensons qu'il parle sérieusement. Oui. Mais au commencement de ce traité, ces questions portaient un caractère provocatif. Oui. Je suis d'accord avec vous. Je prends aussi sérieusement ces mots en ce qui concerne l'amour pour les honneurs, ce qui fait les hommes plus proches de Dieu. Mais ma question est, quelle est la base de notre intuition? C'est ce que nous connaissons déjà de Simonide, ou c'est le fait que Simonide nous donne sa argumentation pour cela? Ok, c'est une très bonne question. Je vous remercie, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. C'est-à-dire, il est vrai que dans la première partie du Hieron, et ce sera une autre façon de répondre à la question que Will m'a posée tout à l'heure à propos reality and appearance between Socrates and Simonides. Dans la première partie, moi je suis persuadé que Simonide est ironique. C'est-à-dire, il ne croit pas que la vie du tyran soit plus agréable que la vie du simple particulier. Il fait semblant d'y croire, uniquement pour que Hieron expose lui-même quels sont les malheurs et les maux qui sont ceux du tyran. Donc, alors comme il est ironique, on pourrait croire qu'au chapitre 7, nous sommes encore dans la première partie du Hieron, qu'au chapitre 7, ce passage sur l'honneur, qu'il est également ironique et qu'il n'y croit pas que ce soit l'honneur qui distingue les hommes des animaux et que ce soit également la philotimia qui permette à l'homme d'avoir un statut quasi divin. Mais je crois néanmoins qu'il est sérieux, là, pour deux raisons. La première, c'est que le chapitre 7, c'est le dernier chapitre de la première partie, et il y a manifestement, dans la première partie du Hieron, une gradation entre les premières raisons pour lesquelles la vie du tyran serait la plus agréable et les dernières qui sont exposées. Et c'est assez paradoxal parce que le premier chapitre qui porte sur les plaisirs physiques, les plaisirs de la nourriture, les plaisirs de la boisson, les plaisirs de la sexualité, c'est le chapitre le plus long du Hieron, le plus long, et de beaucoup le plus long. Mais ce n'est pas le plus important. Je crois que c'est le moins important. Il commence par ça, parce que dans l'opinion populaire, c'est en raison des plaisirs physiques que la vie du tyran semble être la plus agréable. Mais ce n'est pas la raison principale pourquoi la vie du tyran serait la plus agréable. Donc, les dernières raisons qu'il expose sont les raisons les plus sérieuses. Et le chapitre 7 est entièrement consacré à l'honneur et à la philotimia. Donc, ce sont les raisons les plus importantes qui rendraient la vie du tyran la plus agréable. Ça, c'est une première raison. Mais la deuxième raison qui me paraît encore plus importante, c'est que dans la deuxième partie du Hieron, dès le chapitre 8, il fait allusion aux honneurs que le tyran recevra. Il dit, si tu suis mon programme, si tu appliques mes réformes, tu auras encore plus d'honneur. Donc, il y croit que l'honneur, c'est ce qui est vraiment important. Et vous parliez d'une intuition, c'est plus qu'une intuition, c'est le texte même qui le confirme, que la question des honneurs que le tyran reçoit
est extrêmement importante pour Simonide lui-même, et la deuxième partie du dialogue le confirme, chapitre 8, dès le chapitre 8, il dit, si tu appliques cela, tu auras encore plus d'honneur. Donc, c'est comme ça que je répondrai à votre question. Okay. Merci I'm beaucoup. not, Merci, je suis plus que satisfaite. I'm not going to get your last name right, but Emily Baragwanas. Hi, yeah, that was great. Baragwana. Thank you so much for that wonderful talk. And I just wanted to make a small comment. I really liked your idea of Simonides as presenting a partial version of Socratic doctrine. Maybe we could think of it as like jigsaw puzzle pieces that together form part of reality. I would argue that it is reality, but just offering a part of it, I thought you argued beautifully for. And this, to my mind, is a reflection of the way Xenophon generally is very interested in constraints presented by reality and contexts in which people have to exercise rule. So there's the abstract idea, there's the best form of it, the ideal as Socrates presents it. But then I think he also sees as valuable these other ways in which people can, partially sort of attain the ideal or work towards it. And I think Simonides, there's the constraint of the fact that he's talking to this tyrant. And I think, so to some extent, the wise advisor has to also think about what will be acceptable, what might be realizable. And perhaps that's part of the picture as well. So he focuses on these kind of pragmatic aspects of what hero might do. And I think in other contexts as well, we see Xenophon interested in ideals that might not be complete, but they perhaps provide part of the picture. And I think in Xenophon's mind, that need not make them less valuable. They're valuable if they're realizable. This makes them all the more radical in that they present possibilities for actual, for realization in Athens, potentially. For instance, if I think of the Economicus, if Xenophon and his audience have in mind the future of Mosconicus's wife, of Chrysilla, where she, goes off the rails, I'd argue that need not undermine what was an ideal that was realized for some time in this beautifully run household. So anyway, I just wanted to sort of kind of add something to this wonderful picture you've given us. And thank you, Emily. But I thought about that, about the question of the context, the particular context of the hero maybe explains why we only have a partial version of the Socratic theory about leadership and good government. But it is still puzzling. It is still puzzling because Socrates clearly says in the Memorabilia that enkrateia is the condition, it's not only the foundation of virtue, it is also the condition of any type of learning of some value whatsoever. If you don't, it's clearly says that in chapter 5 of book 4 of the Memorabilia. It is the condition of Sophia. And any kind of Sophia, technicals, there are many technical Sophia. If you don't have enkrateia, you just can't learn these different knowledges, technical knowledges. And good leadership is one knowledge among the others. So that's why it's puzzling that there's no reference to enkrateia in the hero, because if hero is not enkrates in the first place, he won't be able to learn what Simonides is trying to teach him. So it's true that the context may be important, why we don't
always have a complete picture of the Socratic theory of leadership, and I like that idea of a jigsaw. I like that very much. But it is still puzzling for the reason I just exposed. Yeah. Thank All you. right. Thank you. Alessandro Stavro. Salut, Louis-André. Bonjour. Merci. Bonjour Louis-André. Merci pour avoir montré le caractère socratique du Iran. Je l'ai trouvé très convaincante, ce que tu as dit. Et ma question est la suivante. Tu as montré comme dans les Mémorables, il y a des passages où Socrate exhorte à faire de la politique, par exemple Charmide ou bien Antisthène ou Périclès le Jeune ou des autres. Et toutes ces personnes n'ont pas d'un cratélien. Ils ne sont pas de personnes vertueuses dans le sens socratique. Et le même se trouve dans l'Iran où il y a aussi absence de vertu dans un sens socratique. Alors, ma question est la suivante. Est-il possible de penser que peut-être dans l'Iran, mais aussi dans le Mémorable, il n'y a pas seulement le modèle socratique de l'Eucratéia qui est bienfaisante avec soi-même et avec les compagnons de Socrate, mais il y a aussi un autre modèle qui peut-être est un modèle xénophantien de Basilica Techne, où l'Eucratéia n'est pas au centre de le discours, où il y a des éléments socratiques, bien sûr, mais ce deuxième modèle politique de l'art de gouverner pourrait être parallèle au modèle socratique fondé sur l'Encrateia. Peut-être il y a deux modèles, aussi dans la Syropédie ou dans l'Anabase ou dans des écrits où Xénophon est beaucoup plus autobiographique et où il parle du modèle du pouvoir qui est sûrement fondé sur sa expérience personnelle dans le... Oui, merci. C'est une excellente question. Merci, Alessandro. Comme je disais, j'ai exploré l'idée que, comme je l'ai expliqué dans ce texte, qu'il puisse y avoir une conception socratique et théorique du bon gouvernement et des exemples de bon gouvernants qui ne sont pas toujours en accord avec cette théorie. Mais en fait, si on examine les deux principaux leaders que Xénophon admire et qu'il donne en exemple, Cyrus et Agésilas, ils ont les trois qualités fondamentales du bon gouvernant. Ils ont l'encratéien, ils ont la cartéria, ils sont pieux. Et lorsque Socrate expose la Basilica Techne à Eutydème au livre 4, il revient là-dessus, donc l'encrateia, la piété, mais pas la cartéria. Donc je ne connais pas de texte où il présente les trois en même temps à un seul interlocuteur. J'en connais pas. Mais on observe que ces deux principaux leaders, et que c'est de loin pour lui les exemples, et il emploie le mot paradigma, les exemples les plus achevés de vertu et de bon leadership, ont ces trois qualités. Alors, mais il y a beaucoup d'autres passages, comme je l'ai souligné, et comme tu le rappelles aussi, où on ne trouve pas toutes ces qualités. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux modèles, ou peut-être même plus, concurrents, ou bien plutôt c'est l'image qu'Émilie a proposée tout à l'heure, que j'aime beaucoup, celle en français, Émilie,
casse-tête, jigsaw ou un puzzle, un casse-tête, on dit casse-tête, mais plutôt au Québec plutôt qu'en France. Donc, c'est-à-dire que c'est jamais complet, mais le lecteur qui est devant toutes les œuvres de Xénophon peut compléter, peut ajouter les pièces qui manquent. J'ai une position exégétique, je suis un peu réticent à admettre qu'il y a plusieurs modèles, pour la raison suivante. Je suis, dans un premier temps, pas un spécialiste de Xénophon, mais d'Aristote et de Platon. Et quand on vient à Xénophon depuis Aristote et Platon, un des grands soulagements que l'on éprouve, c'est l'extraordinaire homogénéité doctrinale que l'on trouve dans l'œuvre de Xénophon. C'est pas ça qu'on trouve chez Aristote et c'est pas ça qu'on trouve non plus chez Platon. Ce qui m'a frappé et ce qui a conduit la rédaction des notes et de l'introduction dans le Hieron, ça a été de montrer la grande homogénéité doctrinale du Hieron par rapport aux autres œuvres de Xénophon. Dans les notes de la traduction, il y a beaucoup plus que ne l'ont fait les commentateurs jusqu'à maintenant. J'ai attiré l'attention sur de très nombreux parallèles avec d'autres œuvres de Xénophon. Alors, je dirais que c'est comme une position exégétique de base chez moi. Je dirais pas de postuler, mais de faire comme si la pensée politique de Xénophon est vraiment homogène. Alors, c'est pour ça que je suis un petit peu réticent à reconnaître qu'il puisse y avoir des modèles concurrents en même temps, bien que en travaillant là-dessus, sur le caractère socratique ou non socratique du Hieron, j'ai quand même été très frappé et aussi embarrassé par des passages comme celui du chapitre 2 du livre 3 des Mémorables, où Socrate se demandant ce qu'est un bon roi, Basileus Agathos, et quand on pense à l'importance de l'expression Basilike Techne pour lui, pourquoi Agamemnon est-il un Basileus Agathos? La seule caractéristique qu'il retient, c'est d'enrichir, de rendre plus prospères ses sujets, sans aucune référence à une qualité éthique ou morale d'Agamemnon. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est uniquement, que c'est partiel, c'est-à-dire que c'est partiel et que ça doit être complété par d'autres textes, ou est-ce que ça veut dire que c'est une autre version de sa théorie du bon gouvernement? La question reste ouverte. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. All right. We're running low on time. There seems to be lots of enthusiasm. I'll let it keep going for a few more minutes for those who want to stay. Carolina Araujo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez... Oui, je vous entends. Oui. Oui, merci. Merci pour votre excellente conférence. J'étais convaincue, mais j'aurais une question exactement sur l'encratea et l'art politique, l'art de gouverner. Vous avez dit que l'encratea est une condition sine qua non pour l'art de gouverner. Et je voudrais savoir si, pour expliquer les Hierons, ça serait possible de penser que l'art de gouverner pourrait être un exercice pour se ramener à l'encratea, pour qu'on puisse devenir encrates. Parce qu'il y a on peut penser de faire du bien aux autres. C'est le principe du gouvernement qui est de faire du bien aux autres. Pourrait peut-être être un exercice pour
achever l'Enkrateia? Est-ce que ce serait possible ou non? Ou pourquoi pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'ai essayé de montrer dans l'introduction au mémorable que la séquence des chapitres, la séquence des livres des mémorables est comme une illustration du caractère central de l'Enkrateia et de son déploiement. C'est-à-dire qu'on doit commencer par être Enkrates soi-même et être utile à soi-même. Et une fois qu'on l'est envers soi, on peut l'être à l'endroit d'autrui, à l'endroit de l'oikos, à l'endroit des amis, c'est le livre 2 des mémorables, et ensuite à l'endroit de la cité, c'est le livre 3 des mémorables. Donc, je ne crois pas que l'exercice du gouvernement puisse, puisse être un exercice d'une Enkrateia dont on ne disposerait pas d'abord soi-même par imitation d'hommes qui le sont. Je ne crois pas. Et j'ai attiré l'attention sur ces textes d'Isocrate, de Platon, de Xénophon aussi, mais à l'extérieur du Hiéron, où l'Enkrateia est vraiment présentée comme la condition du gouvernement d'autrui. On ne peut pas gouverner autrui si on ne se gouverne pas d'abord soi-même. Et le gouvernement, et c'est vraiment un processus d'imitation, c'est-à-dire on obtient l'Enkrateia dans la mesure où l'on a un modèle sous les yeux que l'on peut imiter et qui nous permet de la développer soi-même. Or, l'exercice politique, l'exercice de gouvernement politique n'est pas un exercice où on voit mal en quoi il pourrait être un exercice qui pourrait remplacer cette acquisition individuelle par voie d'imitation de l'Enkrateia individuelle. All right. Don, est-ce que tu me permets de faire une remarque? Absolument. Hein. Oui. J'aimerais dire, j'ai oublié de le dire au début, mais la conversation que nous avons aujourd'hui me démontre, c'est Don qui a insisté pour que je présente ma communication en français. J'aurais pu la présenter en anglais, mais Don a insisté pour que je la présente en français. Et la conversation que nous avons aujourd'hui démontre que c'est tout à fait pertinent. Et ce serait vrai également de l'italien, du portugais, de l'allemand, des autres langues officielles de l'International Society for Socratic Studies. Et je crois que c'est une belle démonstration que la recherche de plus haut niveau dans le monde se fait dans plusieurs langues et que tout le monde peut participer et y avoir accès. Donc, j'avais oublié de le dire au début, mais la conversation que nous avons m'invite à le faire. J'ai terminé, Don. Oui. Ed Halper. Yes, thank you, Leandre. I just wanted to pick up on some of the questions that were asked about context and the dialogue is always going to be a function of the interlocutor. So when Socrates is talking to a younger person, he can tell him to be Encratic first and prepare himself to become for the ruling art, to become a king later on. But when he's talking to somebody who's already a ruler, a tyrant, then there isn't much chance of success with that given the interlocutor. So it makes more sense to tell him, become a good ruler, and the Encratic part will follow that, even if he doesn't mention it. So in other words, the dialogue is a function of the interlocutor. With a younger person, it makes sense to prepare the person's soul to become a ruler. With an older person who's already a ruler, it makes sense to say rule well with the expectation that
if you are concerned with your citizens and you're concerned with the other things that a good ruler is concerned with, then your soul will become more Socratic. Yeah, that's thank you, Ed. That's a good point, and I forgot to say that's another section of the introduction to the Hero. I completely disagree with the commentators who say that Hero is acratic. Stefan Schorn, for instance, says that Hero is acratic. I don't think he is a acratic hero. It's true that he has a love affair with Dilochos Paidika, but I don't think it's enough to say that he is acratic. Because when you read the dialogue well, in fact, he's very moderate in his love affair with Dilochos. He doesn't want to hurt him. He doesn't want to get pleasure if Dilochos is reluctant to give him what he expects from him. So maybe even if he has a love affair with Dilochos, and even if Socrates is always forbids that kind of relation between men, Hero may be already encratic. It's never clearly stated, but it may be possible to read that in the dialogue. But what's sure that Hero is far more moderate than is the tyrant of Plato's Republic in books 8 or 9. There's no comparison between these two tyrants. So, thank you. One last question, Stephen Menn. Yeah, my fellow colleague from Montreal. Yeah, I'm sorry that it takes an international occasion for us to see each other when we live only a few blocks away. Yeah, 2 blocks away. But, yeah. So, in general, I found the way you're reading this dialogue very convincing. I guess I wanted to push one question from what you say in your reply to Schorn. Yep. So this is on what seems to be Schorn's idea. I haven't read him. That the Hieron is deliberately incomplete, refers beyond itself to other things in Xenophon. I certainly wouldn't want to say that it has deliberate citations of other works of Xenophon. That's certainly going too far. But there might be a looser sense in which it refers beyond itself, in which it's incomplete. So you say, it's on page 25 of your paper, you say that these exchanges between Hero and Simonides are no less developed than some discussions in the Memorabilia, sure, and nobody says that these exchanges in the Memorabilia are incomplete, and so on. But it seems to me that in a sense, these exchanges in the Memorabilia are incomplete. That's to say, we don't read them by themselves, but as part of the Memorabilia. It's not that one of these dialogues by itself is self-sufficient. You're supposed to read it as part of the larger whole. If you want advice for how to live well, how to rule well, it's not that just one of these is sufficient. Rather, it points you to the whole set of things you need to learn through all of these different kinds of conversations Socrates has with people. So that could be true also in the Hero, that what you get there isn't sufficient. Rather, it's a first exposure, and if you're convinced by this, then that should convince you to seek a broader Socratic education, such as you can find in the Memorabilia or by actually talking with Socrates or with someone like Socrates, so that, as people are saying, this is a way to get a tyrant or someone with those inclinations interested. But if they go for it, they'll want to pursue more than this and get the broader, including more specifically ethical kind of Socratic education. Would you not want to say that it has at least that kind of incompleteness or reference beyond itself? Yes, yeah, true. It's a good point. But you see, Schorn, for instance,
he necessarily gets involved with chronology problems Right. between the dialogues. And for me, it's completely impossible to demonstrate that the Mirabilia have been written before the Euro or the other way around. There's no way to demonstrate that. I'm very skeptical about the datation chronological problems of Xenophon's works. So that's why I prefer the image used by Emily, the one of a jigsaw. For us, it is a jigsaw. We can complete. It's true that it's incomplete. We know where to go, where to look at, and what to read in order to complete what is incomplete in the Euro. But if Xenophon's work is as a jigsaw for us, does that mean that it was also a jigsaw for Xenophon contemporaries? I don't know. I don't know. For instance, what was available to the readers of the Euro, of the others of Xenophon works? I really don't know. And Shorn also affirms that it was Xenophon's intention. I really don't know what were Xenophon's intentions, and I don't think that nobody can know what were Xenophon's intentions. So I would be careful with that. It's true that it's incomplete. It's true that know where to look to complete that. It's true that maybe it was only a first step, a kind of first step, but I really don't know what was available for Xenophon readers at this time if they wanted to complete the Euro. All right. Thank you, Louis-André. Thank you, everyone, for coming and participating. I think this helps maintain the community of scholars in a time of pandemic. There'll be another one in 2 weeks. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you for Louis. all of us. Thank you. Thank you. Bye.